Sud Radio, la culture dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. À Outreau, près de Boulogne-sur-Mer, une affaire de pédophilie. Des commerçants et des notables. Un véritable réseau, tous mis en bloc. Dis-moi, qu'est-ce que tu peux dire de ce qui s'est passé à la maison? Elle, c'est Myriam Badawi, ma maman. Thierry Delay, mon père. Et là, c'est moi, 6 ans en 2000 à l'époque des faits. Vous êtes mis en examen pour viol et complicité de viol sur mineur de moins de 15 ans. Pour écrire, salopard! Comment je peux faire confiance à la justice? Ça fait 2 ans qu'ils m'enferment. Le juge Burgot n'avait plus aucun recul par rapport à ce dossier. Je ne me tairai pas! Vous maquillez la vérité! L'affaire d'Outreau, la série événement sur la plateforme France.tv. Et oui, 20 ans après les faits, eh bien cette série documentaire sur l'affaire Outreau revient sur cet incroyable feuilleton judiciaire qui a défrayé la chronique dans les années 2000, André Berkoff, et elle continue de hanter la mémoire collective. Et aujourd'hui, on parle partout. On pensait que c'était des affaires finies. La pédopornographie, la pédophilie, de l'ordinateur de Hunter Biden à la revue de Carl Zero, à des tas d'affaires qui sont soit enterrées avec des gens qui disparaissent, sans faire de théorie du complot. Quand même, il y a quelque chose de pourri dans les royaumes de la pédophilie, on peut le dire. Et Outreau a été cette espèce d'incroyable miroir grossissant peut-être. Et effectivement, ce dossier est devenu le plus retentissant scandale judiciaire de ce début de siècle. 4 ans de procédure, 2 ans de procès pour arriver à cette conclusion. 12 enfants reconnus victimes d'agressions sexuelles. 4 personnes reconnues coupables, 13 personnes innocentées, après pour certains avoir fait 3 ans de prison. Ces chiffres résument l'ampleur du fiasco judiciaire et des vies privées. Et Céline, on reçoit l'auteur de Outreau, l'histoire d'un désastre. Et oui, cet auteur, c'est Gilles Antonovitch, effectivement, qui publie un livre passionnant aux éditions Max Milo, dans lequel, effectivement, il explore les dérives qui ont accompagné donc cette affaire, et il a passé au crible donc l'ensemble du dossier d'instruction, et les auditions des accusés. Alors, Outreau, effectivement, c'est l'histoire d'un désastre humain, institutionnel, culturel, moral et financier. Quels sont les dysfonctionnements de cette affaire? Quelles en sont les causes? Et quelles sont surtout les leçons à en tirer? On en parle dans un instant sur Sud Radio, alors restez avec nous. Sud Radio, la culture dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. Aujourd'hui, sur Sud Radio, c'est de l'un des plus grands scandales judiciaires du 21e siècle dont nous allons parler avec l'avocat historien Gilles Antonovitch. Bonjour à vous. Alors, bonjour. Vous publiez un livre remarquable aux éditions Max Milo, Outreau, l'histoire d'un désastre. Vous avez aussi été conseiller scientifique sur la série consacrée à cette affaire sur France 2. Ce dossier, vous l'avez analysé en profondeur. Est-il une manifestation du mal français? Ah oui, pour moi, c'est vraiment un symptôme. L'affaire d'Outreau, c'est bien au-delà du désastre judiciaire, c'est un désastre institutionnel, parce qu'on voit que tout le monde est mauvais dans cette histoire. Ce qu'on peut appeler les corps intermédiaires, tout le monde a failli. C'est un désastre... À tout point de vue, dans votre avis. Oui. Enfin, à des degrés divers, mais... Oui. Il y a quand même à chaque fois, il y a quelques personnes pour sauver l'honneur, je dirais. Et puis c'est un désastre culturel. C'est terrible, quoi. Et oui, et moral. Le désastre culturel, si vous voulez, un point commun quand même des personnages qui peuplent la Tour du Renard, c'est le désœuvrement. C'est des gens qui vivent d'allocations familiales, qui sont au chômage. Et alors on parle beaucoup de temps libre en ce moment à propos des retraites, etc. Si c'est pour boire des bières, du pastis et regarder des cassettes porno, c'est pas le but. Et justement, les cassettes pornographiques, elles sont au cœur du désastre. Pour moi, elles sont au cœur du désastre. Du désastre. Enfin, il n'y a pas, juste un mot, il n'y a pas quand même dans les retraités, etc., même des retraités qui touchent le RSA ou etc., il n'y a pas que des gens qui regardent des cassettes porno. Heureusement. J'imagine. Heureusement. Non, mais qu'est-ce qui a fait, alors justement, en général, qu'est-ce qui a fait que ces gens, à la fin du XXe siècle, on se sont livrés à, c'est pas nouveau, effectivement, mais se sont livrés à ces espèces d'horreurs, d'horreurs pédophiles, quoi.
Parce que effectivement, comme vous venez de le dire, tout le monde, heureusement, n'est pas dans ce cas-là, mais malheureusement, il y en a beaucoup qui sont dans ce cas-là. Alors, tout à l'heure, vous parliez de l'enfer de la pédopornographie. On pourrait aussi parler de l'enfer de la pornographie tout court. Parce que là, ça, c'est quelque chose dont j'ai parlé dans mon livre. Enfin, devant le micro, pardon. On peut en parler tout de suite. Oui. Il y a des chiffres qui font froid dans le dos. Vous avez un rapport sénatorial qui est sorti en septembre 2022, signé par Laurence Rossignol et 3 autres sénatrices, qui donne des chiffres qui, quand même, posent question. Alors, pour en donner quelques-uns, oui. La France est le 4e consommateur de produits pornographiques dans le monde. 4e. Premier, c'est les États-Unis, Royaume-Uni, Japon, France, et on est devant l'Italie. Et oui, effectivement, vous rappelez un chiffre, le budget de l'industrie pornographique en France, c'est un budget de 8 milliards d'euros. 8 milliards d'euros, c'est le budget du ministère de la Justice. Et de l'armement. Intéressant. Non, pas d'armement. Oui, de l'industrie. Oui, de l'armement. Vous avez 19 millions de Français qui vont au moins une fois par mois sur une plateforme pornographique, ou un site, je ne sais pas comment on dit, dont 2,5 millions de mineurs. 2,5 millions de mineurs. Les premiers les garçons sont 75% à voir leurs premières images ou films pornographiques à l'âge de 9 ans. 18% des filles. Chiffre donné par Jean-Marc Jancovici dans le Shift Project. 27% du trafic vidéo mondial, c'est du porno. Ouais, 5% des émissions de gaz à effet de serre du haut numérique, c'est du porno. Sauver la planète, arrêtez de regarder du porno. Et cette consommation, ça a été démontré, a effectivement des effets calamiteux qui ont été identifiés, vous les rappelez dans votre livre, et effectivement, ça peut conduire à une véritable addiction et à une pathologie qui a été reconnue, effectivement, et dont souffrait, on peut le dire, le couple Badawi et Delay. Voilà, c'est pour ça que la cassette porno est au cœur de l'histoire d'Outreau, et explique beaucoup de choses, parce que je sais qu'il y a des polémiques en ce moment. Moi, ma position, c'est de dire... les personnes qui ont été acquittées étaient effectivement innocentes et les enfants n'ont pas menti. Oui. Et on peut... Aucun enfant n'a menti. L'enfant peut mentir. Je distingue là les enfants. Parce que c'est important. Ça, c'est important. L'enfant ne peut pas mentir. Parce qu'effectivement, la polémique actuellement, il faut effectivement expliquer la situation. Cette polémique actuellement qui a été et suite à la série qui est sur France 2, effectivement, et cette série pointe du doigt les mensonges des enfants. Et notamment, on entend effectivement des enfants qui jouent effectivement le rôle des victimes. Et les enfants ont dit, par exemple, le curé, les maréchaux nous ont fait des manières, des parents ont payé Madame Badawi pour en faire. Un fils de lait raconte que son père a tué la fameuse petite fille belge, qui n'a jamais été retrouvée. Enfin, le corps n'a jamais été retrouvé, tout ça. En fait, c'est vrai que ça pose question. Donc, certains enfants ont menti, d'autres se sont rétractés, d'autres non. Bon, il faut distinguer, je crois, les enfants de lait et les enfants également du couple Delplanque-Grenon, qui sont les voisins de palier du couple Badawi de lait. Ils sont 6. Des autres. Les autres qui ont accusé l'abbé Viel, et qui, ceux-là, se sont pour la plupart rétractés. On dit que c'était c'est la contamination de la cour de récréation, si vous voulez. Bon. Ce qui est intéressant, c'est quand même, il faut se focaliser sur la famille de lait, sur la fratrie de lait, pour bien comprendre, parce que c'est eux quand même qui ont... c'est le cœur du réacteur. Voilà, c'est le cœur. Bon. Et eux, il faut bien comprendre la chose suivante. D'abord, ce sont des enfants très jeunes. Ils sont entre... par exemple, prenons Jonathan Delay, c'est celui qu'on voit dans le documentaire. Il a entre 2 et 6 ans au moment des faits. Il est... Alors ça, c'est constant, ce que je veux dire. C'est avéré. Il est violé 3 fois par semaine. C'est ce que dit son père. Par son père, sa mère, et accessoirement par les deux voisins dont je parlais. Ouais. Entre 2 et 6 ans. Et, comme il le dit très bien dans le documentaire également, tourne en permanence dans la maison des cassettes pornographiques. Mais c'est pire que des cassettes pornographiques, parce que M. Delay est un collectionneur. M. Delay collectionne par exemple les crânes. Il va dans les cimetières, il déterre il a été condamné pour délit de violation de sépulture, puis après il affiche ses crânes dans sa bibliothèque, enfin si on peut parler d'une bibliothèque. Ouais. Et en tant que collectionneur, il y a 300 cassettes pornographiques qui ont été saisies à son domicile quand il y a eu la perquisition qui a été faite par la police. Il y en a 200, ce sont des cassettes donc étiquetées par genre. Alors vous avez le genre zoophilie,
Vous avez le genre partouze, le genre femme enceinte, enfin des trucs invraisemblables. Et les enfants disent qu'ils ont été victimes de zoophilie. Et les enfants, il faut montrer ça à leurs enfants. Voilà, vous avez tout compris. Vous avez tout compris. L'histoire de dire, quand Jonathan Delay va dire après, quand il est interrogé, qu'il a 7 ans, moi j'ai été violé par... si, il va citer des animaux, etc. Il a rien inventé. Il l'a vu. Il a raconté ce qu'il a vu. Et je ne sais pas ce qui est le plus grave en définitive, la nature physique du viol ou la nature psychique. Je suis pas psychologue, c'est pas mon boulot. Mais bon. Il vaut mieux non, vous avez raison. Enfin, il vaut mieux qu'il l'ait regardé qu'il l'ait subi. Bien sûr. Ouais. Mais ça, on est bien d'accord. Bien sûr. Alors, dans ce dossier, les experts ont dit quand même que la parole des enfants était crédible. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que ça ne veut rien dire. C'est un terme qui veut rien dire. De toute façon, là, on a un cumul de termes qui veulent rien dire. C'est comme quand on fait dire aux enfants, quand ils disent par exemple, on m'a fait des manières. On m'a fait des manières. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut rien dire. On m'a fait des manières. Et alors là, le problème, si vous voulez, c'est là aussi, je dédouane les enfants. C'est la responsabilité des adultes qui les ont interrogés. Parce que d'abord, on les a interrogés 1 fois, 2 fois, 5 fois, 10 fois, 20 fois. Donc à chaque fois, on leur demandait quelque chose. On leur demandait de dire quelque chose. Et il y a un point qui est intéressant dans de nombreux rapports des enquêteurs sociaux ou des enquêteurs, c'est de dire, il dit, on m'a fait des manières, et puis en insistant un peu. En insistant un peu. Alors on insiste et l'enfant, il répond à la demande des adultes. Donc on ne vienne pas dire que ces enfants sont des menteurs. Moi je comprends aujourd'hui la colère par exemple de Jonathan Delay qui vient dire on me traite de menteur. Non, on ne le traite pas de menteur. Qu'il soit rassuré, on ne le traite pas de menteur. Oui, alors Jonathan Delay va plus loin parce qu'il a lancé une pétition, il appelle au boycott de la série sur France 2 et selon lui, certains acquittés étaient coupables. Oui, non, mais enfin, c'est pas lui qui rend la justice. Il y a eu des procès, il y a eu des acquittements, c'est pas lui. Bon, mais ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'aujourd'hui, moi j'ai vu notamment l'autre documentaire qui avait été fait par Serge Garde il y a quelques années, qui s'appelle Outreau, l'autre vérité. Bon. Avec Carl Zero, oui. Ouais, il y a énormément de... pas revenir là-dessus. Mais ce qui est intéressant, c'est d'entendre, par exemple, l'aîné, qui est celui qui est en prison actuellement, qui dit je me rappelle pas, j'ai des flashs. Il dit ça, j'ai des flashs, je me pose des questions, j'ai des images qui viennent. Mais ces images, encore une fois, il les a puisées dans les cassettes qu'ils ont vues. Oui, et il affirme, parce que j'ai vu ce film, effectivement, et il affirme aussi que dès 99, le réseau pédophile existait à Outreau. C'est tout. Oui, mais enfin, après, il y a des tas de choses qui se ça pose débat. Mais il y a une vérité judiciaire, et de ce point de vue-là, je crois que, aujourd'hui, il n'est pas question de la remettre en cause. Mais dites-moi, dites-moi juste un mot. Pardon, mais vous savez, on a parlé un peu récemment quand il y a eu la polémique sur Dupond-Moretti, qui était un des avocats à Outreau, et on raconte, vous savez, qu'à un moment il a interrogé une petite fille, et il l'a vraiment interrogée de façon extrêmement violente, jusqu'à ce qu'elle se soit pissée dessus. Alors je connais quelque chose. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Si c'est vrai, mais toujours est-il que ce que vous dites, c'est très intéressant. Non, je reviens à ça. Sur ces enfants qui sont interrogés, 1 fois, 2 fois, 10 fois, 20 fois, ce que vous venez de dire. Mais quand on est gosse, on est impressionné par les adultes. Bien sûr. Donc, où est la vérité, où est le mensonge? Et ils peuvent avoir menti à l'insu de leur plein gré, comme on dit. Oui, en puisant dans un matériau, dans un espèce de magma dans lequel ils se baignaient pendant des mois et des années. Ouais. Voilà. Mais ces cassettes qu'ils voyaient tout le temps, etc. Revenons quand même au juge Burgot, parce qu'effectivement, on ne peut pas réduire cette affaire, le fiasco judiciaire, à ses seules erreurs, mais quand même, il en a commises. Notamment quand on revoit cette affaire sur France 2 et qu'on entend que monsieur a refusé une perquisition sur les lieux du crime, d'aller sur les lieux du crime, c'est quand même hallucinant. Oui, alors il était enfermé, c'est vrai, dans sa tour d'ivoire. Je crois que c'est quelqu'un d'extrêmement introverti. Oui, ça a dû beaucoup jouer, son caractère. Honnêtement, s'il avait été dans ce HLM, est-ce qu'il y aurait eu une affaire Outreau ? Il y aurait eu une affaire, mais moins aussi scandaleuse. On aurait pu la résoudre différemment. Il aurait mieux mesuré la réalité des choses, ça c'est sûr. Mais puisqu'on n'a pas beaucoup de temps, je veux quand même dire que ses épaules à Burgot sont trop étroites pour supporter tout le naufrage judiciaire. Et de ce point de vue, je voudrais juste rappeler une date qui me paraît importante, c'est que l'affaire, elle commence en janvier 2001,
et que Burgot part en septembre 2002. Et le procès, on l'a fait partir ou il est parti? Non, il est parti. Il a été promu, je crois, à ce moment-là, il était promu à la section antiterroriste ou quelque chose comme ça à Paris. D'accord. Bon. En septembre 2002, il s'en va et le procès a lieu en mai 2004, c'est-à-dire 18 mois plus tard. Ouais. Et pendant 18 mois, Burgot n'est pas là. Et les gens, les acquittés de trop. On a nommé quelqu'un à sa place. Oui, il y avait un autre juge, alors on va donner son nom, parce qu'il n'y a pas de raison toujours de donner celui de Burgot. Il s'appelle Cyril Lacombe, et ce monsieur Cyril Lacombe, il est passé complètement à côté du dossier. Il n'a rien fait pendant 18 mois? Enfin, pas grand-chose. Non, il a quasiment rien fait. Il a simplement s'est opposé aux demandes de mise en liberté provisoire, et la Chambre de l'instruction s'est chargée à chaque fois effectivement de maintenir tous ces gens-là en prison. Donc voilà, il faut quand même rappeler ça pour être juste. Et dans votre livre, effectivement, vous vous rappelez aussi que les magistrats, ils étaient à peu près une centaine. C'est que le dossier est passé entre leurs mains. Qu'est-ce qui fait qu'il n'y en a pas un qui a sonné l'alerte? Là, franchement, il y a des choses effectivement qui paraissent incompréhensibles. Ouais. Vous parliez tout à l'heure des réseaux. Hein. Bon, l'idée de réseau, puisque c'est... Oui, les réseaux pédophiles, etc. Voilà, c'était partout, ça. Bon. Quand on pense que ce fameux réseau aurait été... dans l'idée, dans l'esprit des magistrats, aurait été organisé par deux personnes qui s'appellent Daniel Legrand, père et fils. C'est incroyable. Qui auraient été des prospères propriétaires de sex shops... en Belgique, je crois. Oui, en Belgique. Il n'a pas le profil. Alors, non seulement il n'a pas le profil, mais enfin, c'est des gens qui n'ont pas un rond. Il dort dans sa voiture. On a les feuilles de paye du père Legrand qui travaille à l'usine. C'est ahurissant, c'est incroyable. Et qui ne sait absolument pas utiliser sa carte bleue, c'est impressionnant. C'est ce qu'on appelle, c'est vrai, la Chambre de l'instruction, qui est donc juge de ces appels, on appelle ça la Chambre de l'enregistrement. Il y a quelqu'un qui est bien payé pour le savoir que c'était en enregistrement, c'est l'abbé Vielle. Puisque l'abbé Vielle, il s'est battu. Parce que ça aussi, c'est important. Il y a ceux qui se battent et ceux qui ne se battent pas. Si vous voulez. Bien sûr. Et oui. Comme dans la vie. Voilà, comme dans la vie. Par exemple, vous en avez un, je l'ai pas. Enfin bon, j'en parle un petit peu, peut-être en parler tout à l'heure. Il y en a un qui s'appelle Franck Lavier. Franck Lavier, quand il a été acquitté à Paris, quand il a été entendu devant la commission parlementaire, il a dit « on n'a pas cessé de clamer notre innocence, etc. » Quand vous regardez le dossier, il a demandé sa mise en liberté 3 fois. Et je crois qu'il n'a même pas fait appel, peut-être une fois, devant la Chambre de l'instruction. L'abbé Vielle, il demande sa mise en liberté tous les jours. Tous les jours. Sur Franck Lavier, aujourd'hui, il n'y a pas encore des soupçons sur cette... Alors, sur l'affaire Doutreau, il a été acquitté, dont acte, mais c'est vrai que Lavier, compte tenu de la suite, c'est quand même un personnage qui interroge, dont la personnalité interroge, puisque Franck Lavier a été condamné depuis pour maltraitance envers ses propres enfants, je crois, à 8 ou 10 mois de prison avec sursis il y a quelques années, et là, il va comparaître en février, je crois, devant le tribunal correctionnel de Boulogne pour des agressions sexuelles sur sa fille. Voilà. Bravo. En tout cas, dans cette affaire, on peut dire que tout le monde a un peu sa part de responsabilité, même les assistantes sociales, les experts, les médecins et aussi les journalistes qui ont été jusqu'à inventer des faits. Outreau, c'est un fiasco judiciaire, mais aussi un fiasco médiatique. On va en parler dans un instant sur Sud Radio. Sud Radio, la culture dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. Alors Gilles Antonovitch, l'affaire Outreau est-elle oui ou non une erreur judiciaire, comme des médias donc l'ont dit après les rétractations du trio Badawi, Grenon, Delplanque, et continue de le dire aujourd'hui? Non, Outreau n'est pas une erreur judiciaire. Ça, il faut l'écrire, le répéter, bien le faire comprendre. Outreau, c'est un dysfonctionnement judiciaire, mais ce n'est pas une erreur judiciaire. À l'arrivée, les personnes qui étaient accusées et qui n'avaient pas lieu de l'être ont été acquittées, et les personnes qui devaient être condamnées ont été condamnées. Donc Outreau, c'est pas une erreur judiciaire. Voilà. Il faut insister là-dessus. Ouais, c'est important de le souligner parce qu'effectivement, c'est de partout, dans de nombreux articles encore aujourd'hui. Effectivement, ça fait le titre de certains articles de presse. André Berkoff, et effectivement, il faut rappeler que Jacques Chirac, donc lui, avait évoqué un désastre judiciaire sans précédent dans la lettre d'excuse qu'il avait envoyée. C'était en décembre 2005, donc aux victimes d'Outreau. En revanche, peu de journalistes se sont excusés de leurs erreurs. Vous le soulignez dans votre livre. À ce propos, vous écrivez ceci: aucun examen de conscience, pas l'ombre d'un mea culpa, comme dans les affaires Markovitch, Allègre, pas le moins de sentiment de responsabilité.
Oui, ça c'est, si vous voulez, les journalistes travaillent trop vite ou trop peu. C'est selon. Mais là, en l'occurrence, on avait affaire à une espèce de tsunami. Ils étaient tous emportés par la vague et il fallait, c'est assez bien dit d'ailleurs par l'un d'entre eux dans le documentaire, il fallait matin, midi et soir dire quelque chose. Et ça continue. Oui, vous savez, il y avait tous les ingrédients. Hein. L'auberge espagnole du fantasme. Oui. Ouais. Et puis mais ça a faussé l'enquête quand même, c'est ça le problème. Oui, ça a effectivement commis des dégâts. Ça a contribué, je pense, moi, personnellement, au maintien en détention de certaines personnes, parce que l'opinion publique, les juges, ils en tiennent compte quand même. Et c'est vrai que libérer des gens qui étaient présentés comme des pédophiles extrêmement dangereux, l'opinion n'aurait pas compris. Ah oui, et vous le rappelez effectivement que la presse a inventé le fameux sex shop d'Ostende. Ah oui, alors ça c'est extraordinaire, parce que ça c'est une création ex nihilo. Il n'y a jamais eu. Il n'y a jamais dans le dossier d'Outreau, tout est numérisé. Donc vous mettez Ostende et il n'y a aucune occurrence Ostende qui sort. Ça n'existe pas. Alors je ne sais pas qui est le premier. Il faudrait toujours remonter à la source. Le premier qui a balancé cette histoire. Mais ce qui est marrant, c'est de voir que tout le monde l'a repris. Eh oui. Tout le monde l'a repris. Et on racontait effectivement que ce sex shop appartenait à la famille Legrand. C'est incroyable. Oui, mais ce qui était totalement faux. Enfin, on a raconté. Alors puis il y a eu aussi des allusions, puis il y a eu ce mot de notable, quoi, les notables. Vous pensez d'un chauffeur de taxi, on en parlait tout à l'heure du chauffeur de taxi, le malheureux il joue au golf. Mais vous savez que c'est extraordinaire, parce que ça rappelle une autre affaire célèbre, le petit Grégory, rappelez-vous le notaire. Non, c'était à Bruy-en-Artois. Non, pardon, Bruy-en-Artois, je confonds. Bruy-en-Artois, le notable, exact, c'est Bruy-en-Artois, c'est pas l'affaire du petit Grégory. Oui, c'est exactement la même chose. C'est le mais notable. Encore, à Bruy-en-Artois, c'était un notaire. Oui, absolument. Là, on a un chauffeur de taxi, on a un prêtre ouvrier, on a un huissier. Quand même. On a un huissier. Eh oui. Alors Outreau, effectivement, on en a parlé tout à l'heure, ça a été vraiment un désastre institutionnel. On a parlé des magistrats, des avocats. Parlons à présent des médecins quand même qui ont été les premiers à avoir eu des raisons de signaler les violences subies par les enfants de lait notamment. Vous dites qu'ils ont été les premiers à faire signe d'aveuglement. Ah oui. Parce que les enfants de lait étaient amenés de manière très régulière à l'hôpital pour des maux qui quand même avaient tous en commun le fait d'être soit dans la région anale, soit au niveau du pénis. Donc il y avait quand même de quoi se poser des questions. Alors quand ils ont été interrogés, ils ont dit oui, mais vous comprenez, pris isolément, ça pouvait s'expliquer par telle ou telle pathologie. Sauf que on n'aurait pas dû prendre ça isolément. On aurait dû prendre ça au niveau de la fratrie. Et là, on se serait quand même rendu compte qu'il y avait un problème général. Ah oui. Et si au sein du même famille ou du même environnement, il y a les mêmes choses. Et là, les médecins, ils n'ont rien vu. Même chose pour les signalements qui ensuite ont été faits par les instituteurs. Là, il y a incroyable. C'est incroyable. La façon dont chacun reste dans son rôle, dans sa fonction. Ils passent l'information, ils disent voilà tel comportement de tel enfant à l'école qui est vraiment avec des c'est terrible, je vais le dire, je vais raconter ce que vous dites exactement dans votre livre. Au printemps 98, un rapport scolaire stipule que Dimitri, enfant des Badawi, dessine des scènes pornographiques, s'allonge sur une petite fille avec simulacre donc de relations sexuelles, demande à ses camarades si leur mère suce. Un autre enfant effectivement se signale, il se masturbe en classe. C'est classé, c'est incroyable. Voilà. Alors, il faut un signalement aux services sociaux, qui fait un signalement au parquet, qui fait un signalement au juge pour enfants. Et puis, il se passe rien. Et alors, quand on les entend devant la commission d'instruction, ils disent cette phrase qui m'exaspère. Je pouvais entendre que on ait une autre appréciation que moi sur. Ils n'insistent pas. Des fonctionnaires. Voilà. Ils ont fait leur petit boulot. Ils ont fait leur boulot. Et puis ça s'arrête là. C'est terrible. Parlons maintenant des experts, parce que certains ont quand même fait preuve aussi d'incompétence. Ça, c'est incroyable. Devant la commission parlementaire, donc Thierry Normand, l'avocat des enfants de lait, lui, les qualifiera de désastre absolu. Le prêtre Dominique Viel, donc innocenté, les traitera de fumistes. Racontez ces experts incroyables, comment ils se sont comportés. C'est un festival. Ouais. Là, c'est un festival. c'est même à mettre se demander si c'est...
Enfin, oui, si ces gens-là sont à leur place là où ils sont, quand même. Bon. Parce que ça en dit long sur tout le système, ça. C'est-à-dire, vous parlez notamment de Serge Raymond et Michel Émirzé, c'est impressionnant. Allez-y, Ils racontez. étaient chargés de donner leur avis sur les tendances mythomaniaques du trio Badawi, Deplan-Grenon et de Daniel Legrand-Franc. Ils ont mené leur mission avec désinvolture, c'est ça. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Si vous voulez, ce qui est terrible, c'est qu'à ce moment-là, Burgot, il doute. Il doute. Il est en plein doute. Parce qu'il se dit quand même, c'est trop. C'est pas possible. Il doute quand même. Oui. Ah oui, il doute. Il a des réactions humaines. Oui, il doute. Et donc, il se décharge auprès de ces deux experts, dont Serge Raymond, qui soi-disant est une sommité mondiale, qui a publié un livre à l'Harmattan il y a 25 ans. Enfin, bon. No comment. No comment. Et bon. Et donc, ils sont désignés pour aller voir, pour expertiser la crédibilité des propos tenus par Daniel Legrand, Myriam Badawi, David Delplanque, Aurélie Grenon. Alors, Aurélie Grenon, elle est en liberté, elle habite au point A. Daniel Legrand est en prison dans un point B, Myriam Badawi dans un point C, et David Delplanque dans un point D. Ils mettent d'abord 6 mois tous les deux pour s'y rendre, parce qu'ils ont beaucoup de travail. Bon. D'accord. Et quand ils s'y rendent, en un peu plus d'une après-midi, mais à peine, ils ont le temps de voir les 4. En une seule après-midi. En une seule après-midi. Ils voient les 4. Hallucinant. Ils voient les 4. Et ensuite, j'imagine, dans un bistrot, sur un coin de table, ils rédigent leur rapport qui fait 3 pages. Première page, rappel de la mission. Deuxième page, l'entretien. Ça fait même pas une page. Troisième page, les conclusions. Ils sont parfaitement crédibles. Ça s'est vraiment passé comme ça. Oui. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que devant la commission d'instruction, à chaque fois que je me trompe, la commission parlementaire, pardon, Philippe Houillon, qui était le rapporteur, leur a quand même dit qu'est-ce que c'est que ce travail, quoi. Et alors, il leur a posé la question, combien de temps vous avez vu, Serge Raymond lui dit, combien de temps vous avez vu chaque personne. Chacun, Et il répond cette phrase extraordinaire, 30 ans. Alors, étonnement. Et Serge Raymond dit, oui, 30 ans. Parce que pour moi, 1 heure, c'est 30 ans. Compte tenu de ma science, compte tenu de mes connaissances. Ah oui, c'est à chaque fois, j'apporte 30 ans, ma vie entière. Intéressant. C'est terrible. Alors, on n'a pas parlé des premiers avocats parce qu'ils ont aussi été très mauvais au départ dans cette affaire. Ça, c'est pas Certains n'ont pas défendu. Certains sont jamais venus voir leurs clients, c'est quand même hallucinant. Alors on a eu affaire, donc il faut pas faire de généralité, bien sûr, chaque fois. Bon. Bien sûr. Alors on a eu droit à tout. On a eu droit à l'avocat absent. Ça, c'est les avocats de Thierry Dosque, par exemple, qui n'étaient pas là. Qui sont jamais là. C'était l'assistant judiciaire, j'imagine. Là, oui, mais ça aussi, c'est quelque chose, souvent j'entends dire, il était commis d'office, alors il n'est pas bon, etc. Non. Dupond-Moretti, il a été commis d'office. Moi aussi. Tout le monde commence comme ça. Voilà. Donc on peut être, Jacques Isorni aussi. On peut être un très bon avocat et être commis d'office. C'est pas la question. Au contraire, je dirais. Mais comment vous expliquez effectivement leur absence alors? C'est quoi? C'est le sujet? C'est cette sale affaire de pédophilie qu'il est un peu. Alors peut-être qu'au départ. Alors, c'est vrai, ça c'est peut-être un effet accessoire de la particularité de cette juridiction-là, parce que à Saint-Omer, 70% des dossiers de cour d'assises, c'est des dossiers de viol. Incroyable. À cette époque. Burgot, faut pas oublier non plus que quand il arrive, alors je me rappelle plus. Tu veux dire Saint-Omer était déjà un bouillon de culture. Voilà. Disons ça. La moyenne nationale, c'est 30-35%. Oui, donc c'est déjà considérable. Là, on est le double. Quand on lui donne le dossier, c'est presque un dossier presque ordinaire. Vous dites. Burgot, quand il arrive, je crois qu'il a 120 dossiers. Enfin, il y a les chiffres exacts dans mon livre. Je crois qu'il a 120 dossiers, dont 40% sont des dossiers de viol. Voilà. Donc ça participe aussi à ça. Alors peut-être que les avocats, pour revenir aux avocats, peut-être que ils ont considéré que c'était pas intéressant, qu'ils avaient mieux à faire. J'en sais rien, mais de toute façon ils n'avaient pas mieux à faire. Quand il y a une instruction, il faut être là. Voilà, c'est tout. Parce que ça, c'est quelque chose qu'il faut dire. Le rôle de l'avocat, il est quand même essentiel, surtout dans des dossiers de cette nature, parce que on a affaire à des juges d'instruction qui, par nature, par la pratique judiciaire, sont incités à se comporter en accusateurs.
Ça, c'est quelque chose d'important. Oui, alors tous les avocats disent ça. Est-ce que c'est vrai? Mais oui, c'est vrai. Les juges jugent à charge beaucoup plus qu'à décharge. Et bien sûr. Et vous savez pourquoi? Pourquoi? Eh bien, je vais vous le dire. Parce que le parquet ne vient pas aux instructions. Parce que l'accusation n'est jamais présente dans un bureau d'un juge d'instruction. Le juge d'instruction n'a affaire qu'à la personne mise en examen. C'est important, ça. Et oui, mais le parquet n'est jamais. D'accord. Jamais. Et vous voyez, on parlait du taxi Martel. Donc on voit un peu le conflit. On parlait du taxi Martel. Et effectivement, on parlait du taxi Martel. Le procureur Le Signe, qui a représenté l'accusation au procès de Saint-Omer, quand à Saint-Omer, il a vu le taxi Martel, il l'a dit. Qui a fait 3 ans de prison. Oui, qui a fait 3 ans de prison. Il l'a dit à la commission parlementaire. Il s'est dit, mais qu'est-ce qu'il fait là? C'est ça. Qu'est-ce qu'il fait là? Il ne l'avait jamais vu. Il ne l'avait jamais vu. Pour le parquet, alors il y a des explications à ça. Ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps. Ils préparent l'audience. Pour eux, une procédure, c'est du papier. C'est du papier. Et puis, ils ne voient jamais X, Y, Z accusés. Non, ils ne les voient jamais. Et alors, ils ne viennent pas représenter l'accusation dans le bureau du juge. Bon, il en quoi, le juge? Il se comporte en accusateur. Voilà. Mais ça, c'est très important. Mais oui, et ça coûterait rien au budget de la justice. Il faut réaménager les moyens. La commission parlementaire avait dit qu'il faut faire la collégialité des juges d'instruction. Ça sert à rien. Qu'il y ait 3 juges, 1 qui travaille et 2 qui regardent, aucun intérêt. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir un juge d'instruction et le représentant du parquet. Oui, mais alors attendez juste un mot pour rester en judiciaire. Il y a le juge mais le juge d'instruction délivre au juge la liberté de la détention, qui doit dire on le met ou on le met pas en prison. Oui, alors ça c'est oui. Mais non, mais est-ce qu'on a besoin de cette division, franchement? Oui, ça c'est pas mal. Oui, ça c'est bien. Ça c'est bien. Ça c'est bien quand même, parce que ça fait quand même un double regard. Oui, ça c'est bien. Juste sur l'aspect de la détention. Si. Mais en tout cas, il y a vraiment des trous à combler, là. Ah bah oui, des trous béants. Sûr. Et la faille, effectivement, je vous lis, parce que vous le dites dans votre livre, ce qui est terrifiant, c'est que l'avocat de Myriam Badaoui, il faut le rappeler, n'a jamais été présent lors du premier interrogatoire où, effectivement, donc elle a remis en cause le taxi. Le plus important. C'était exactement. Et s'il avait été présent, il n'y aurait pas eu scandale à ce point. S'il avait été présent, c'est sûr que on saurait au moins dans quelles conditions sont apparus dans le dossier les noms de Maréco, etc. Tous les notables, les fameux notables. Et il n'était pas là, pourquoi? Parce qu'il était en vacances. Alors c'était au mois d'août. C'est incroyable. On va me dire c'était au mois d'août. J'ai le droit de prendre des vacances. D'accord, tu as le droit de prendre des vacances, mais enfin tu as aussi le droit de te faire remplacer, substituer par un confrère, ou de demander le renvoi de l'interrogatoire. En tout cas, ce qui est incroyable, c'est que dans votre livre, vous donnez le chiffre. Ils étaient payés 15 000 € pour le suivi de l'instruction et des 2 mois d'audience. C'est incroyable, parce qu'il faut le rappeler, Outreau, vous consacrez un chapitre à ça, ça a été financièrement, ça a coûté très cher. Oui, ça a coûté très cher, c'est vrai. Ça c'est une enquête des Échos que j'ai repris, mais effectivement, il y a des 13 millions d'euros. Il y a des économies à faire, dans la mesure où aujourd'hui, il faut le dire quand même, chaque année, il y a encore 500 personnes en France qui font de la détention provisoire de manière abusive. Il y en a 500. De manière abusive, il y en a 500. Oui, c'est-à-dire il y a 500 personnes qui ont fait de la détention provisoire et qui bénéficient soit d'un non-lieu, soit d'une relaxe, soit d'un acquittement. Oui, et le juge, ils sont indemnisés. Et le juge Burgot en a abusé de cette rétention provisoire. Oui, mais alors il n'en est pas le seul comptable. Franchement, parce que non, mais ça faut le dire aussi. Effectivement, comme vous le rappeliez, il y a le rôle du juge de la détention des libertés. Oui, et puis il y a la chambre de l'instruction. Donc alors je comprends pas pourquoi vous dites il faut pas 2 ou 3 juges alors qu'il y a déjà 2 juges. Je veux dire, à l'instruction pour conduire l'enquête. Si non, mais pour l'enquête. Pour l'enquête, parce que l'instruction, c'est vraiment l'enquête. Non, le problème que vous posez qui est très fort, mais c'est vrai que déjà ils vont vous dire que la justice, on n'a pas de moyens du tout, mais c'est vrai que le procureur devrait rencontrer les protagonistes. Et bien sûr, il devrait être là pour représenter l'accusation. En tout cas, 20 ans après les faits, où en sommes-nous? Comment ce drame a fait évoluer la réflexion sur la pédocriminalité? Que faire pour ne pas revivre une nouvelle affaire Outreau? Réponse dans un instant sur Sud Radio, à tout de suite. Sud Radio, la culture dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. Restiez sur Sud Radio. En tout cas, aujourd'hui, une affaire n'est pas vraiment close. C'est celle d'Outreau. On en parle aujourd'hui sur Sud Radio jusqu'à 14h avec Gilles Antonovitch. L'affaire Outreau est-elle encore possible aujourd'hui? Oui, bien sûr. Je viens de vous le dire, il y a 500 personnes qui sont indemnisées chaque année pour de la détention provisoire abusive. Bien sûr. Si vous voulez, tout ça, c'est une question d'hommes.
C'est une question d'homme. Jacques Izorni disait faites une bonne loi, donnez-la à de mauvais juges, elle deviendra une mauvaise loi. Donnez une mauvaise loi à de bons juges, elle deviendra une bonne loi. Je crois que c'est malheureusement la morale de l'histoire. Quand on dit il n'y a qu'à appliquer la loi, mais qui l'applique? Ben voilà. Et comment? Ben voilà. Et, oui. Et avec Outreau, comment la réflexion sur la pédocriminalité a évolué? Alors, est-ce qu'elle a évolué? Oui. Enfin, alors, est-ce que ça d'une certaine façon, elle a évolué. Si vous voulez, avant, moi j'avais écrit un livre chez Odile Jacob en 2001, donc ça remonte quand même à une vingtaine d'années, sur les agressions sexuelles, où je classais un petit peu les agresseurs sexuels en deux catégories. D'un côté, ce qu'on appelait les dictateurs familiaux. Donc ça, c'est surtout les pères incestueux. Ouais. Et puis les pédophiles. Les pédophiles qui peuvent faire, eux, alors que le père incestueux, généralement, il n'agit qu'au sein de sa propre famille, le pédophile, lui, peut avoir des dizaines et des dizaines et des dizaines de victimes. C'est pas du tout la même chose. C'est vrai que de ce point de vue-là, avec Outreau, et avec aussi le procès d'Angers, dont on parle moins, parce que lui, c'est pas un fiasco judiciaire, parce que lui, il y a eu beaucoup de condamnations. Enfin, je n'ai pas bien suivi de près cette affaire, mais là, on a vu effectivement une autre forme, poindre, nette, qui est peut-être due d'ailleurs au développement de l'univers pornographique dans lequel on baigne, où on a des parents qui ont des pratiques échangistes. Enfin, on n'est plus dans le même schéma, parce que le pédophile dont je parlais tout à l'heure, lui, il est vraiment dans une relation exclusive. Enfin, sa victime ignore qu'il y a une autre victime à côté. C'est cloisonné. Vous voyez ? Tandis que là, c'est pas du tout le cas. Donc c'est quelque chose d'un peu effectivement. C'est aussi de la pédophilie. Est-ce que la pédophilie, quand même, que ce soit Outreau ou ailleurs, isolée, mais regardez ces familles-là, les pédophiles, c'est quand même ceux qui ont des relations sexuelles avec des mineurs. Oui, c'est ça. C'est la définition de la pédophilie. Donc qu'elle soit isolée ou pas, est-ce que ça revient pas au même ? Souvent, moi, c'est l'expérience que j'ai eue. Souvent, on a alors, ça dépend aussi de l'âge des enfants. Parce que souvent, le pédophile, il a une relation avec des enfants qui ont 10, 12, vous voyez, des préadolescents. Là, on a affaire, effectivement, à quelque chose d'assez particulier. C'est des enfants qui sont quasiment... 3 ans, 6 ans... oui, mais même pas. Même pas. Mais ça, c'est... Oui, mais alors, depuis Outreau et Angers, la procédure pénale, elle a évolué. Ah ben oui, alors il y a eu des progrès qui ont été faits quand même. Par exemple, vous parliez de la crédibilité tout à l'heure, c'est un mot qui est banni aujourd'hui. Exactement. Et à juste titre. Bon, il y a aussi quelque chose qui théoriquement, mais alors aussi c'est pareil, c'est une question de pratique. Aujourd'hui, on doit enregistrer, c'est une obligation. Tous les interrogatoires. Les interrogatoires. Le fameux interrogatoire dont vous parliez où l'avocat était absent. Bon, s'il avait été filmé... ça aurait quand même un petit peu pallié son absence. Oui, et aujourd'hui, on est aussi obligé d'enregistrer ceux des mineurs. Ceux des mineurs. Alors, c'était déjà le cas à l'époque. Mais pourquoi ça n'a pas été fait alors ? Ah ben ça a été fait, mais dans des conditions telles, comme le disait le président de la cour d'assises de Saint-Omer, que quand ils ont voulu écouter les auditions, on avait l'impression qu'il y avait un camion de 35 tonnes qui rentrait dans la pièce. Voilà. Ah oui. Donc c'était inaudible. Alors aujourd'hui, si effectivement on vous disait, voilà, une baguette magique, vous pouvez faire évoluer la procédure pénale, quelle serait la mesure que vous prendriez ? Ah ben moi, la mesure que je prendrais, c'est celle que je vous disais tout à l'heure, c'est obliger les membres du parquet à assister aux instructions, à jouer leur rôle. Ah oui, imposer la présence des parquetiers, oui, c'est ça, d'accord, ok. Sans problème. Ah oui. En fait, oui, établir, parce que eux, quand vous dites, c'est très intéressant, ils ne gèrent que le papier. Oui. Ils ne voient pas, ils voient le reste, ce qu'on leur envoie, ce qu'on leur donne, etc. Ouais. Ah oui. Et est-ce qu'il faudrait aujourd'hui, selon vous, revoir le recrutement des juges ? Ah oui. Alors ça, c'est un système qui date... Burgot en est l'exemple. Le juge Lambert, on était un autre exemple dans l'affaire Grégory. C'est leur premier poste. Ils n'ont aucune expérience de la vie. Aucune expérience de la vie. Moi, je suis assez sensible au système canadien,
Au Canada, pour être juge, il faut avoir été avocat pendant une dizaine d'années. 10 ans, ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Donc ça me paraît très bien, parce que c'est des gens qui sont plus confrontés. Ils connaissent la vie. Connaissent la vie. Donc ça, c'est important. Ça suffit pas, bien sûr, mais ça me paraîtrait quand même être une excellente chose de revoir ça. Alors on a évidemment des gens qui viennent aussi il y a du recrutement interne, enfin qui peuvent être professeurs de gymnastique ou professeurs de français qui deviennent juges. Mais l'École nationale de la magistrature, ça me paraît être un vase clos qui est... C'est comme envoyer des profs dans des endroits les plus difficiles. Enfin, vous savez, une personne que j'ai reçue dans l'émission me disait il faudrait faire comme les États-Unis, c'est la même école, magistrat et avocat. Oui, je crois que ce ne serait peut-être pas mal d'avoir en tout cas peut-être pas une fusion, mais une synergie. Oui, parce que déjà au niveau de l'école. Il y a des stages effectivement qui se font. Il y a les magistrats viennent, les auditeurs de justice viennent faire des stages dans les cabinets d'avocats. Les avocats vont faire des stages à l'école, mais c'est pas suffisant. C'est pour ça que oui, je pense que ce serait une bonne idée. En tout cas, pour vous, Outreau, aujourd'hui, on est en 2023, une nouvelle affaire d'Outreau serait possible. Oh, bien sûr. Ah oui. Oui, surtout qu'aujourd'hui, vous le rappelez dans votre livre, c'est que cette fameuse loi qui avait été effectivement soutenue par Chantal Joanneau, c'est ça, n'est pas applicable. En 2013, au niveau de la pornographie, Oui, alors ça, c'est un vrai souci. C'était quand même assez amusant. Parce que, la loi du 14 juin 2020. D'accord, parce que dans le rapport Rossignol de septembre 2022, pour limiter l'accès des enfants à Internet, au contenu pornographique, ils veulent imposer à la personne de mettre sa carte d'identité. On est sur sa carte d'identité. Et la CNIL... Oui, c'est opposé. Est venu nous dire, ah non, attention, si vous faites ça, on risque d'avoir des éléments d'information sur les préférences sexuelles ou je sais pas quoi des personnes, donc c'est pas possible. Donc vous voyez, là encore, on a des principes qui viennent s'entrechoquer. Reste à savoir quelle est la priorité. Pour moi, la priorité, c'est quand même de protéger les enfants. Codifier. Enfin là, c'est une autre discussion qu'on aura d'ailleurs. Et oui, le développement aussi du sens critique, c'est clair. En tout cas, Gilles Antonovitch, Outreau, ce dossier qui a marqué notre histoire judiciaire au même titre que l'affaire Dominici ou Cessnec, méritait vraiment cette analyse passionnante que vous faites dans votre livre Outreau, l'histoire d'un désastre, paru aux éditions Max Milo. Tout de suite sur Sud Radio, Brigitte Lahaye.